Nous sommes à l'Aigle, dans le département de l'Orne, à 120 km de Caen. Cette commune de 8000 habitants est avant tout une cité manufacturière qui abrite l'unique entreprise d'aiguilles à coudre de France. Mais derrière cette image de carte postale, la ville normande cache une facette beaucoup plus sombre. C'est une ville un peu frontière entre plusieurs départements. Donc il y a une activité quand même au niveau de la gendarmerie. C'est un peu une zone de petit trafic de stupéfiants ou alors de vol, plutôt d'ailleurs d'une délinquance itinérante. Donc en fait c'est une ville un peu faussement calme. Nous avons quand même, sur les dernières années, un certain nombre d'affaires meurtrières qui ont défrayé la chronique. L'une d'entre elles a particulièrement marqué les gendarmes de l'Aigle. Nous sommes le lundi 26 décembre 2005, en fin de journée. Le lendemain de Noël, les pompiers de l'Aigle reçoivent un appel, il est à peu près 18h15. Ils ont au bout du fil un jeune homme qui les appelle en leur disant qu'il y a chez lui une jeune femme qui est en train de mourir. Mathieu, 26 ans, précise qu'il se trouve au domicile de sa sœur, rue Chalèvre-Ouemlache, à l'Aigle. Les pompiers s'y rendent immédiatement. Et là, ils sont accueillis tout de suite par l'habitante des lieux, qui s'appelle Lénaïgue. C'est une jeune femme de 20 ans, et de son frère. Et là, tout de suite, elle les dirige vers l'intérieur en leur disant qu'une de ses amies a fait une chute accidentelle dans sa chambre et qu'elle est en train d'agoniser sur le sol. Les pompiers rentrent et trouvent un corps par terre entre le lit et le mur. La victime s'appelle Tiffaine. Elle a 18 ans. Lorsque les pompiers entrent dans la chambre, un homme est en train de lui faire un massage cardiaque. Visiblement, la jeune femme est dans un état grave. Les secours prennent aussitôt le relais. Les pompiers, tout de suite, donc, se penchent sur Tiffaine et ils lui prennent le pouls. Le pouls ne bat plus. Ils essayent de faire un massage cardiaque. Ils n'arrivent pas du tout à la réanimer. Donc, ils appellent le SAMU pour prodiguer des soins plus intensifs. Mais la situation à ce moment-là de Tiffaine paraît déjà désespérée. Malgré près d'une heure de soins intensifs, le médecin du SAMU ne parvient pas à la sauver. Tiffaine est décédée. Qu'est-il arrivé à cette jeune femme de 18 ans? A-t-elle été victime d'un accident? Ou la vérité est-elle tout autre? Quel drame s'est déroulé derrière les murs de la villa normande? À l'Aigle, les pompiers venus au secours de Tiffaine ont des doutes sur les causes de la mort de la jeune femme. Ils alertent donc les gendarmes qui arrivent aussitôt sur place. Quand les gendarmes interrogent les personnes présentes dans la maison, ils racontent tous la même chose. Tiffaine a fait une chute accidentelle dans la chambre. Elle s'est cognée contre le pied du lit et c'est comme ça qu'elle a perdu connaissance. Pourtant, les premières investigations vont également semer le doute chez les gendarmes. Les gendarmes arrivent dans la chambre. Bon, alors bien sûr, première chose, ils sont étonnés par le désordre qui peut y régner. Ils constatent que la victime a un certain nombre de blessures. Pardonnez-moi l'expression, mais elle n'est pas belle à voir. Elle avait des ecchymoses un peu partout, elle avait été mordue par un chien. Elle a un visage qui est bleu, elle a des hématomes sur tout le corps, elle a ses morsures de chien sur le bras. N'importe quel kidam qui rentre dans cette pièce-là déduit très rapidement que cette jeune fille n'est pas tombée. À leur tour, les techniciens en identification criminelle relèvent plusieurs indices qui orientent les enquêteurs sur la piste d'une bagarre. Dans la chambre, en plus des blessures de Tiffaine, ils vont très vite s'apercevoir qu'il y a des traces de sang qui sont assez suspectes. Il y a des traces de sang sur le bord de la porte, il y a des traces de sang au sol, il y a beaucoup de sang qui a coulé visiblement à côté de la tête
de Tiphaine. Avec ces premiers éléments collectés, les gendarmes ont du mal à croire à la simple chute accidentelle qu'ont rapporté les occupants des lieux. Ils savent très bien qu'ils sont dans une situation qui n'est pas claire. Est-ce que c'est une bagarre qui a dégénéré? Est-ce qu'ils sont en face de quelque chose de plus grave, c'est-à-dire un crime? Les enquêteurs se tournent donc vers les personnes présentes dans la maison pour obtenir davantage d'explications. Ils vont être obligés de tirer au clair auprès de ces personnes sur ce qui a pu se passer dans la maison, parce que visiblement le décès remonte évidemment à moins d'1 heure, et c'est dans cet après-midi-là que le drame s'est joué. Donc ces gens sont directement acteurs de ce qui a pu se passer dans la maison. Parmi ces acteurs, il y a Lénaïgue, 20 ans, la locataire de la maison où a eu lieu le drame. Son frère Mathieu, 26 ans, qui a appelé les secours, sa sœur Céline, 33 ans, et sa mère, Marie-Louise. Sans oublier Claude, 20 ans, un ami pompier volontaire, qui a effectué un massage cardiaque sur Tiphaine. Parmi ces 5 personnes, laquelle a un lien avec la mort de la jeune femme de 18 ans? Pour quelle raison s'en serait-elle pris à Tiphaine? Quelle dramatique histoire se cache derrière ce crime mystérieux? À la gendarmerie de l'Aigle, les enquêteurs ont convoqué la mère de Tiphaine. Ils ont la lourde tâche de lui annoncer la mort de sa fille. Le gendarme qui est au bureau me lève la tête et me dit « Vous pouvez vous asseoir, madame ?» Je dis « Dites-moi ce qui se passe ». Il me dit « Je préférerais que vous soyez assise ». Donc je soupire et je m'assois. Et là, il me dit « Tiphaine a perdu la vie ». Et là, j'explose, quoi. Je ne pouvais pas admettre que ma fille venait de perdre la vie. Laurence est bien sûr anéantie. Mère de 4 enfants, elle vient de perdre sa fille aînée. Élève en terminale, Tiphaine devait passer le bac et avait pour ambition de devenir experte comptable. Ses proches la décrivent comme une jeune fille déterminée et passionnée. Tiphaine, c'est quelqu'un qui est très... comment dirais-je? C'est quelqu'un qui a envie, qui avait envie. Et quand elle s'impliquait dans quelque chose, elle le faisait à fond. L'échec, c'était pas possible. Elle avait un caractère très fort et beaucoup de personnes, au premier rapport avec elle, ils se disaient « Waouh, elle est dure ». Et en fin de compte, en parlant, en dialoguant avec elle, on s'apercevait qu'elle était très douce. En dehors de ses études, Tiphaine a une passion qui occupe la majorité de son temps, le twirling bâton, un sport qui mêle gymnastique, danse et maniement d'un bâton de majorette. Depuis l'âge de 6 ans, elle s'entraîne assidûment plusieurs fois par semaine et participe même aux compétitions nationales. Au club, c'est vrai que c'était notre mascotte, puisque c'était vraiment celle sur qui on reposait un peu tous nos espoirs, parce qu'elle allait toujours très loin. Elle avait quand même un niveau en championnat de France, donc elle nous a fait beaucoup de quarts de finale, des demi-finales de championnat de France. Donc c'est vrai qu'à l'époque, voilà, et elle avait la niaque tout le temps. Elle voulait devenir entraîneur fédéral du twirling bâton. C'est pour ça qu'elle commençait à faire des stages de formation pour justement être instructeur. Sur le plan personnel, Tiphaine vit une relation avec Mathieu, le frère de Lénaïgue. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'elle fait la connaissance de la jeune femme. Elles se voient régulièrement et entre elles, le courant passe plutôt bien. Elle a continué à entretenir une relation amicale avec Lénaïgue, à discuter des garçons, des fringues, de plein de choses. Donc Tiphaine et Lénaïgue sont 2 bonnes amies. Même si elles ne se connaissent pas depuis très longtemps, elles sont finalement assez proches à cette période-là.
Pourtant, peu de temps avant la mort de Tiphaine, un événement va venir créer des tensions entre les deux jeunes femmes. Séparée de Mathieu, Tiphaine entame une nouvelle relation avec Christopher, l'ex-compagnon de Lénaïgue et le père de ses deux enfants. Lénaïgue, quand elle a appris cette relation entre Tiphaine, sa nouvelle amie, et son ancien compagnon, elle a pris assez mal la chose. Elle a reproché à Tiphaine de peut-être être à l'origine de leur séparation, alors que les choses n'étaient pas forcément liées. Mais en tout cas, les relations entre les deux jeunes femmes, visiblement, se sont tendues à peu près une semaine avant le drame. De plus, les enquêteurs apprennent que le jour de sa mort, le 26 décembre 2005, Tiphaine avait rendez-vous avec Lénaïgue pour s'expliquer au sujet de cette relation. Au courant de ce rendez-vous, Laurence, la mère de Tiphaine, alerte sa fille sur un possible dérapage. On ne sait jamais. Donc j'ai dit à Tiphaine, j'ai dit écoute, je sais pas, je préfère que tu restes en lieu public ou qu'il y ait du monde. Je préfère que tu sois en sécurité s'il y a du monde autour de toi. Elle me dit oui, mais maman, t'inquiète, il se passera rien, quoi. Je suis pas là pour faire une bagarre, je suis là juste pour qu'on s'explique et qu'on en restera là, quoi. Laurence est donc convaincue que Lénaïgue et ses proches sont impliqués dans la mort de sa fille. Pour moi, en fait, c'était eux, la famille entière, quoi, qui avaient fait du mal à ma fille, quoi. Je sais pas pourquoi, j'ai eu cette impression tout de suite. Aussitôt aux gendarmes, j'ai dit, ils me l'ont tuée. La mère de Tiphaine a-t-elle vu juste? S'agissait-il d'un complot familial à l'encontre de sa fille? Lénaïgue et ses proches auraient-ils commis l'irréparable? À l'Aigle, l'enquête se poursuit avec la garde à vue de Lénaïgue. Face aux gendarmes, cette jeune femme de 20 ans détaille son emploi du temps le jour du drame. Elle raconte avoir bel et bien rejoint Tiphaine dans un bar de la ville à 16h15. Tout se passe de manière détendue et puis on est vraiment dans une optique partagée d'aplanir les choses. Et à ce moment, et au bout de même pas une demi-heure, Lénaïgue en fait propose à Tiphaine de définitivement solder le problème en allant chez elle. Elle va convoquer en même temps Christopher, et ils vont s'expliquer tous les trois. Mais avant même que Christopher n'arrive, la situation dégénère entre les deux jeunes femmes. Lénaïgue dit que le ton a dérapé quand elles ont abordé l'histoire avec Christopher. Le ton a monté et des premières gifles ont été échangées. Les deux jeunes femmes se sont un peu empoignées dans tous les sens. Il y a des gifles, des coups de poing, des coups de pied qui sont partis. Et ça se finit par le fait que Lénaïgue aurait poussé Tiphaine, qui elle se serait cognée contre le lit et serait tombée complètement inanimée sur le sol. Elle n'a pas l'idée à ce moment-là d'appeler les pompiers ou d'appeler la gendarmerie. Elle n'a pas cette idée. Elle a l'idée d'appeler un copain. Ce copain, c'est Claude, un pompier volontaire. Au bout du fil, elle avoue avoir fait une bêtise et lui demande de l'attendre sur son lieu de travail. Toujours selon ses dires, Lénaïgue quitte alors son domicile, emportant le corps de Tiphaine. Elle la traîne jusqu'au coffre de sa voiture, elle le met dans le coffre de sa voiture et elle l'emmène jusqu'au travail de Claude, elle le rejoint pour voir avec lui quoi faire. Se débarrasser du corps. Lénaïgue, elle est complètement paniquée à ce moment-là, elle est avec le corps de Tiphaine dans son coffre, elle la pense morte et son idée, c'est de se débarrasser du corps. Lénaïgue récupère Claude à son travail, puis il roule quelques kilomètres avant de s'arrêter sur un chemin isolé. C'est à ce moment-là que Lénaïgue ouvre le coffre. Claude découvre le corps de Tiphaine. Quand il voit le corps, et c'est là que la nature humaine est assez étrange, il aurait dû lui porter secours.
C'est ce qu'il aurait dû faire. Il a été en plus formé pour le faire, puisqu'il est pompier volontaire, mais la sidération, je pense, le prend, et il referme le coffre, et il repart. Sur le chemin du retour, pour rentrer chez elle, avec Claude et le corps de Tiphaine, Lénaïgue a le réflexe d'appeler sa mère. Là encore, elle demande de l'aide. Sans expliquer vraiment la situation à sa mère, elle lui demande de venir chez elle. Et là, on met en scène, bien évidemment, ce qu'on voudrait faire passer pour un accident. Après 48 heures de garde à vue, Lénaïgue est mise en examen pour meurtre. Claude, son complice, est également incarcéré, bien qu'il nie les faits. Pendant ce temps, l'instruction débute avec l'autopsie du corps de Tiphaine. Et les conclusions sont accablantes. Le légiste, dans son rapport d'autopsie, mentionne des blessures qui sont très précises. Sur le visage de Tiphaine, il a relevé 6 ecchymoses qui, selon lui, correspondent exactement à 6 coups de poing. Sur le reste du corps, il relève 4 grosses blessures qui, là, correspondent à des coups de pied. Le légiste est formel. Tiphaine, vraisemblablement, a été battue à mort. Comble de l'horreur, pendant que la jeune femme essuyait une pluie de coups, elle a été mordue au bras par le chien de Lénaïgue. Mais un autre point est mis en avant par le médecin légiste. Visiblement, Tiphaine, elle a donné aucun coup à Lénaïgue, parce qu'on ne retrouve aucune trace de défense, aucune trace d'ADN sous ses ongles, aucune trace de blessure qui pourrait expliquer qu'elle s'est débattue. Elle n'aimait pas la violence, donc elle aurait pas pu donner de coups. Elle, c'était juste la parole. En fin de compte, c'était un sac de frappe, en fait, pour Lénaïgue. Vas-y, tape. Tu veux taper, tape. De toute évidence, Lénaïgue ne dit pas toute la vérité. Que cache cette jeune femme de 20 ans? A-t-elle prémédité ce crime? Quel a été le rôle joué par les autres membres de sa famille? « 24 heures après les faits, c'est la brigade de recherche de Mortagne-au-Perche qui reprend l'enquête. Dans un premier temps, les gendarmes s'intéressent de plus près au profil de Lénaïgue, la principale suspecte. Dernière d'une fratrie de 6, la jeune femme de 20 ans est mère de 2 enfants. Les gens qui la connaissent mettent en avant son agressivité. Lénaïgue est une jeune fille très impulsive, absolument, qui monte au quart de tour et qui était incapable de se dominer. D'ailleurs, dans son passé, elle a déjà eu des incidents et une condamnation pour des violences. Lénaïgue, qui est une fille sanguine, violente, jalouse, évidemment qu'elle n'a pas digéré sa séparation avec Christopher. Et elle est encore moins digérée que sa nouvelle amie Tiphaine se mette à avoir un flirt ou une relation avec son ancien petit ami, le père de ses enfants, le père de ses 2 enfants. Lénaïgue ne supporte pas cette situation. Une semaine avant la mort de Tiphaine, la jeune femme décide donc de se rendre chez celle qu'elle considère comme la responsable de tous ces maux, pour mettre les choses au clair. Lénaïgue vient à la maison pour trouver Tiphaine, sauf que Tiphaine est partie avec le président de club faire une formation stage à Caen. Et elle me pousse, elle rentre chez moi, elle essaie de fouiller partout, j'essaie de la retenir, mais impossible, étant donné que j'étais en chaussons, je glissais en fait à me traîner. Donc elle a fait toutes les pièces de l'appartement et est repartie en m'écrasant les orteils, quoi. Maintenant que les enquêteurs ont un mobile, reste à savoir si Lénaïgue avait prémédité le crime. Pour la défense, il n'en est rien, c'est sur place que la jeune femme aurait vu rouge et qu'elle aurait commis l'irréparable. Pour l'expliquer, Lénaïgue livre une ultime version des faits. Tiphaine aurait dit à un moment, de toute façon, t'es une mauvaise mère
et on t'enlèvera tes enfants. Et selon les naïcs, à ce moment-là, elle est devenue folle. Des gifles, on est passé au coup de poing. Et avec la force, parce que, comme je vous l'ai dit, Lénaïque était quelqu'un de très costaud. Avec la force, bien sûr, les coups de pied ont joué ce rôle catastrophique. Dans cette affaire, toute la famille de Lénaïque s'est liguée pour maquiller le crime. C'était un clan. C'était un clan. Il faut sauver Lénaïque, par tout moyen. Au terme de l'instruction, Lénaïgue reste mise en examen pour meurtre, Claude pour non-assistance à personne en danger et modification de la scène de crime, tout comme les autres membres de la famille. Lénaïgue va-t-elle maintenir sa version accidentelle des faits devant la cour d'assises? Sur les bancs des accusés, le clan sera-t-il toujours aussi soudé? Et que vont décider les jurés? Le 20 janvier 2009, 3 ans après les faits, le procès de Lénaïgue s'ouvre devant la cour d'assises de l'Orne. Et dans le box des accusés, la jeune femme de 24 ans n'est pas seule. On a toute la famille de Lénaïgue en randonnion sur le banc des accusés. Ils sont là comme si ils étaient un peu ailleurs. Et on n'a pas l'impression, dès le début des débats, qu'ils ont l'intention de donner beaucoup d'explications. Pour Laurence, la mère de Tiphaine, cette audience a tout d'une épreuve. Ce que j'attends du procès, c'est la vérité. Je ne pense pas à la condamnation. À aucun moment, je voulais la vérité. La vérité, ce qu'elle a pu dire, ses derniers mots. Celle qui attire tous les regards de l'Assemblée, c'est Lénaïgue. La Cour, elle, veut comprendre ce qui l'a conduit à ce déchaînement de violence contre son ami. À la barre, un expert psychologue vient livrer ses conclusions. Pour lui, c'est une jeune femme qui est faible psychologiquement, en tout cas émotionnellement, et qui est capable de se laisser emporter par ses émotions, par ses sentiments. Débordée par sa propre violence, Lénaïgue reconnaît avoir explosé lorsque Tiphaine l'a traitée de mauvaise mère. Mais elle est affirmative. Elle n'avait pas l'intention de la tuer. Lorsqu'elle va commencer à donner des coups, est incapable de s'arrêter. Là, c'est vraiment le déferlement complet, mais elle ne se rend pas compte au moment où elle frappe de l'importance de ses coups. Elle n'a pas, enfin, ça a été l'argument de la défense quand même, elle n'a pas l'intention, elle n'a à aucun moment la vision qu'elle peut tuer sa copine en la frappant de cette façon-là. Pour elle, c'est une bagarre. Mais l'accusation voit plutôt dans son attitude le signe d'un grand sang-froid et insiste sur le fait que Lénaïgue et ses proches auraient très bien pu éviter le pire. Dans cette affaire, tout s'est joué à 1 heure. 1 heure fatidique pendant laquelle Lénaïgue a transporté le corps, a cherché à s'en débarrasser avant de le ramener. Si dans cet intervalle de temps, si dans cette heure-là, on avait porté des secours à Tiphaine, Tiphaine aujourd'hui serait toujours en vie. Finalement, le dernier jour du procès, Lénaïgue adresse des excuses à la famille de Tiphaine, tout comme ses co-accusés, qui se sont beaucoup contredits durant l'audience. J'avais l'impression d'assister à un bal des menteurs, où chacun essayait de sauver sa peau. Ce qui est hallucinant, c'est que toute la famille de Lénaïgue l'a secondé dans son crime finalement. Personne à aucun moment n'a pensé à Tiphaine. Après 5 heures de délibéré, les jurés condamnent Lénaïgue à 17 ans de prison. Ses co-accusés écopent quant à eux de peines allant de 9 mois à 3 ans avec sursis. Seul Mathieu, le frère de Lénaïgue, est relaxé.
À l'Aigle, 11 ans après la mort de Tiphaine, Laurence, sa mère, se souvient avec émotion de sa fille aînée, dont elle était si proche. Une jeune femme de 18 ans, sportive et passionnée, qui a également laissé un grand vide chez ses amis du club de twirling. Et il nous manque sa présence, parce que c'est vrai que Tiphaine, en fait, c'est une source de chaleur. Si j'arrivais pas à trouver quelque chose, je lui demandais ou je la regardais. Tout de suite, elle trouvait les solutions. On l'aimait comme elle était et elle restera toujours avec nous, malgré tout ça. Et ce qui a fait notre force à notre petit groupe à nous, c'est nos différents caractères et surtout sa façon d'être à elle. Ouais, on en garde un bon souvenir pour ça. Son seul caractère, mais on l'aimait pour ça. Et voilà, c'était Tiphaine. Nous voici à présent à Saint-Omer, un petit village de 170 habitants situé en plein cœur de la Suisse normande, à 40 km de Caen. Cette commune, caractérisée par ses nombreuses exploitations agricoles, est également réputée pour son église paroissiale, classée au patrimoine culturel de France. C'est un petit village avec un prieuré. Bon, vu de près, il est un peu délabré, mais on a un joli paysage, c'est verdoyant, il y a des vaches dans les prés, c'est fleuri, c'est vallonné. Paysage de carte postale. C'est dans ce paysage rural, au lieu dit Israël, que vivent Monique et Étienne, un couple de septuagénaires, en apparence sans histoire. Installés dans une ferme reculée, ils y ont bâti toute leur vie. C'est un endroit un peu étrange avec une petite chapelle en avant-plan, une maison tout au fond du jardin, pas de voisins, un endroit assez mystique. Ce 9 décembre 2011, à Saint-Omer, c'est une journée comme les autres qui débute. Étienne part exercer sa profession de magnétiseur dans la chapelle de la propriété. Étienne, il part vers 9h30. Il a son épouse Monique chez elle, comme régulièrement. Il travaille toute la journée. Une journée bien remplie où il reçoit de nombreux clients. La journée s'écoule et à 22h30, comme à son habitude, Étienne regagne la maison. En entrant chez lui, le magnétiseur remarque un étrange désordre. Et Monique, sa femme, n'est pas là. Mais alors qu'il arrive dans la cuisine, il est saisi par une vision d'horreur. Là, il découvre le corps de Monique, voilà, ensanglanté. La scène est particulièrement violente. Face au septuagénaire, gît le corps sans vie de son épouse. Allongée sur le sol, près de l'évier, elle baigne dans une mare de sang. Il se rend immédiatement compte qu'il y a eu un drame qui s'est produit et que ça n'est pas une simple chute ou un problème cardiaque. Sous le choc, Étienne réussit à garder son sang-froid. Il alerte immédiatement la gendarmerie. Que s'est-il passé dans cette ferme de Saint-Omer? Qui a pu s'en prendre aussi violemment à sa femme? Et comment se fait-il que depuis la chapelle où il travaillait, le magnétiseur n'ait rien entendu? À Saint-Omer, il ne faut que quelques minutes aux gendarmes de Falaise et de Pondouilly pour arriver sur les lieux du drame. Dans la cuisine, ils se penchent immédiatement sur le corps de la femme de 72 ans et dressent les premières constatations. Les militaires constatent que le crâne de la victime a reçu de multiples coups avec des projections de sang sur différents lieux de cette cuisine, sur certains appareils électroménagers, sur le sol. On a une vision qu'on peut qualifier d'horreur. Elle est dans un état qu'on a rarement l'habitude de voir, sauf dans des scènes de crimes affreuses ou en cas de guerre, où on a une mutilation de cette personne-là. Pour comprendre ce qui a bien pu arriver à cette septuagénaire, les gendarmes inspectent la propriété. Et un premier élément les interpelle.
La maison a été plus ou moins fouillée, des choses ont été renversées, quelques objets ont disparu, mais pas obligatoirement des objets de valeur. Enfin, tout donne l'impression d'une scène, d'un cambriolage hâtif. Le cambrioleur aurait été surpris par Monique, un témoin gênant dont il se serait alors débarrassé. De son côté, le mari de la défunte, toujours sous le choc, dit ne rien avoir remarqué d'anormal durant la journée, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la ferme. La seule chose que Étienne expliquera aux gendarmes, c'est que le coffre-fort qui était à l'étage a disparu. Il y avait 20 000 euros en numéraire à l'intérieur. Il s'agissait de billets de banque qui étaient le fruit de l'activité de magnétiseur de l'époux de la victime. Mais, fait étrange, les gendarmes ne relèvent aucune trace d'effraction. Monique aurait-elle ouvert la porte à son agresseur? Et donc, le connaissait-elle? Quelqu'un qui connaît parfaitement le mode de fonctionnement de la famille, qui sait par quelle porte entrer, pourquoi pas où se trouve la clé, comment pénétrer, par quelle issue, par une fenêtre, par une porte, avec tel ou tel moyen. Les enquêteurs de la section de recherche de Caen sont appelés en renfort. Et dans un premier temps, leurs soupçons s'orientent vers les proches de la victime. En premier lieu, le mari, Étienne. Alors Étienne a un alibi en béton puisqu'il travaille dans sa chapelle. Effectivement, les patients témoigneront en disant qu'effectivement ils ont été vus, consultés par Étienne ce jour-là. De même, l'audition des enfants de Monique, Samuel et Armel, ainsi que celle du gendre, ne donne rien. Tous ont un alibi. Les gendarmes comptent donc sur les vidéos des caméras de surveillance installées autour de la propriété. On ne pourra pas savoir, à la lecture des vidéos qui ont été enregistrées, ce qui se passe dans la partie où on a trouvé le cadavre de Monique, car la caméra ne surveille absolument pas ce secteur-là. L'enquête piétine, mais très vite, un rebondissement va se produire. Le lendemain, tous les militaires se mettent sur l'affaire, qui est hors norme. Ils quadrillent tout le secteur et ils vont découvrir à 400 mètres de la maison, en plein milieu des champs, une bûche ensanglantée, le coffre-fort, tout ça dans un sac, avec des traces d'ADN. On a l'outillage également qui a servi à ouvrir ce coffre-fort qui est retrouvé vide. La bûche pourrait bien être l'arme du crime. Immédiatement, les enquêteurs procèdent à des prélèvements ADN et espèrent confondre rapidement le meurtrier de la vieille dame. Que vont révéler ces tests ADN? Monique aurait-elle été tuée sous des coups portés par un proche? Et pourquoi un tel acharnement? À la section de recherche de Caen, en attendant le rapport d'autopsie, les enquêteurs tentent d'établir l'heure du crime. Ils interrogent alors toutes les personnes présentes à proximité de la ferme ce jour-là. Au cours de leurs auditions, 2 témoignages vont attirer leur attention. D'abord, il y a le facteur qui va passer vers 12h, 12h05 et en dépit de ses appels au klaxon, Monique ne va pas répondre, contrairement à ses habitudes, puisque régulièrement elle venait à sa rencontre. On est toujours content de voir du monde. On saura également qu'une patiente d'Étienne s'est trompée en fait de porte. Au lieu d'aller dans la chapelle, elle a été dans la maison. Là, elle va entendre des bruits suspects, une sorte de gémissement. Elle pensera que c'est un animal et elle laissera tomber, elle retournera faire sa consultation. C'est les 2 seuls éléments qu'on a pour trouver une chronologie, enfin un horaire du crime. Donc sans doute avant midi. Les résultats des experts légistes arrivent alors et confirment l'heure du crime, entre 11h30 et midi. Ils indiquent également que Monique aurait agonisé dans sa cuisine pendant près d'1 heure. L'autopsie du cadavre de la défunte révélera, c'est qu'elle a été frappée à 7 ou 8 reprises, des coups extrêmement violents, et même encore lorsque la victime se trouvait à terre. À Saint-Omer, la nouvelle fait vite le tour du petit village. Le meurtrier serait dans la nature. La psychose s'installe.
Au début, c'est bien sûr la grosse inquiétude. Tout le monde se dit si ça aurait pu être moi, enfin, est-ce qu'il ne va pas y en avoir un deuxième? De leur côté, à la gendarmerie, les enquêteurs se penchent sur le profil de la victime, afin d'y trouver une piste éventuelle. À 72 ans, Monique est une enfant du pays qui a bâti toute sa vie dans la campagne normande. Monique, c'est une femme qui est un peu âgée, dont tout le monde dit qu'elle est très chaleureuse, très attentive aux autres, très aidante. C'est quelqu'un que tout le monde aime bien, qui est une femme affectueuse et qui sait fédérer les gens autour d'elle. Monique rencontre Étienne, son mari, alors qu'elle n'a que 20 ans. 2 enfants naissent de leur union, Armelle et Samuel. Aujourd'hui, Monique est une mère et une épouse comblée, et dans la ferme, aux côtés de son époux, elle profite de sa retraite. Elle a des animaux, voilà. Elle vit paisiblement, elle ne demande rien à personne. Pourtant, quelques mois avant le drame, la mère de famille semblait devenue méfiante et craintive. Elle se sentait pas forcément en sécurité depuis quelques temps au milieu de la campagne, puisqu'il y a eu des vols qui ont été commis, des vols d'antennes, un peu de numéraire qui inquiétaient un petit peu le couple, d'où la caméra installée peu de temps auparavant. Les auteurs de ces vols à répétition sont-ils les meurtriers de Monique? S'agit-il vraiment d'un cambriolage qui a mal tourné? Où la clé du mystère se trouve-t-elle dans l'entourage de la septuagénaire? À la section de recherche de Caen, depuis 3 mois, l'enquête n'avance pas. C'est alors qu'en mars 2012, un témoin vient faire une révélation étonnante sur le mari de la victime. Étienne entretenait une relation extra-conjugale, soigneusement dissimulée également. Et alors, est-ce que n'avait-il pas intérêt à faire disparaître son épouse? Les enquêteurs vont donc s'intéresser de plus près au magnétiseur et à sa mystérieuse activité. Il a une activité qui aspire effectivement au paranormal, avec beaucoup de personnes qui passent. On ne sait pas trop ce qui se passe dans sa chapelle, les incantations, etc. Il a beaucoup de monde. Dans le but d'obtenir des informations plus probantes, les enquêteurs décident de placer Étienne sur écoute téléphonique. Et très vite, ils reçoivent de bonnes nouvelles. Dans les écoutes téléphoniques, que ce soit avec sa maîtresse, que ce soit avec ses proches, que ce soit avec ses clients, il s'interroge sur des vols de numéraires réguliers depuis plusieurs mois, on parle de 2 ans, au domicile, et les soupçons portent pour lui sur son gendre. Immédiatement, les enquêteurs se penchent sur le profil du fameux gendre, âgé de 33 ans. Naufel, c'est quelqu'un de très attachant, de très gentil, très calme. Je ne l'ai jamais vu énervé. Même quand il était déçu de quelqu'un ou de quelque chose, il rigolait, il repartait, une petite blague et on repartait. Naufal est né au Maroc à la fin des années 70. Entouré de ses 6 frères et sœurs, il y mène une enfance heureuse. En 2006, il rencontre Armelle, la fille de Monique et Étienne. Il est alors avocat stagiaire. Éperdument amoureux, le jeune homme décide de s'installer à ses côtés en France. Ensemble, ils se marient et ils ont un petit garçon. C'est une famille qui dégage du bonheur, puisqu'il a une complicité avec les filles d'Armelle qui ne sont pas les siennes, et avec son fils, voilà, une famille recomposée, heureuse. Mais en approfondissant leurs recherches sur Naufal, les enquêteurs découvrent une autre facette de sa personnalité. On va découvrir qu'il avait une vie pas si rangée que ça. Il disait être avocat au Maroc. En fait, au Maroc, il avait une maîtresse au Maroc. Une double vie, pour être clair. Il y allait régulièrement en disant à sa femme et à ses proches
qu'il allait exercer son métier d'avocat. En fait, il n'a jamais eu de diplôme. Les gendarmes sont stupéfaits. Depuis des années, à l'insu de tous, le jeune Marocain, soi-disant avocat, alternait en fait les périodes de chômage et de petits boulots. On va se rendre compte que juste avant ce crime, ils avaient vraiment de sérieux problèmes d'argent. Et que les 20 000 € dans ce coffre auraient très bien pu être un mobile. Les enquêteurs épluchent ses comptes bancaires et remarquent que celui qu'il possède au Maroc est régulièrement approvisionné. Et des dépôts en liquide qui finalement, une fois mis en face de la date des vols commis chez ses beaux-parents, s'avèrent être en réalité le produit des vols et non pas d'une quelconque activité professionnelle. L'étau se resserre dangereusement sur le gendre de Monique et Étienne. Grâce à son téléphone portable, les gendarmes tentent de retracer son emploi du temps, le jour du crime. Les relevés téléphoniques vont établir que le gendre, contrairement à ce qu'il avait déclaré, ne se trouvait pas à Caen, mais à Saint-Omer et à Ussy, dans la matinée du 9 décembre. À ce moment-là, on sent qu'il y a une certaine confusion autour, un flou artistique autour de l'emploi du temps de ce jeune homme qui a dit des choses, mais le portable prouve exactement le contraire. Naoufal devient dès lors le suspect numéro 1. Des prélèvements ADN sont effectués sur lui et le 3 avril 2012, il est interpellé et placé en garde à vue. Lorsque j'apprends ça, j'entends les mots. Je comprends ce qu'on me dit, mais je n'arrive pas à imaginer la chose. Je ne vois pas mon copain dans cette situation. Pour moi, c'est pas lui, ils se sont trompés. Pourquoi Naoufal a-t-il menti sur son emploi du temps? Le gendre de Monique pourrait-il être l'auteur de ce scénario diabolique? Et que vont révéler les analyses ADN? À la gendarmerie de Caen, alors que Naoufal est en garde à vue, les résultats ADN tombent et ils sont formels. La bûche est bien l'arme du crime. Ça corrobore aussi un peu l'hypothèse du crime improvisé, puisque l'auteur a utilisé une arme par destination, comme disent les juristes, qu'il a trouvée sur place. Il n'est pas venu avec un pistolet ou un couteau ou une matraque, il a pris ce qu'il a trouvé, et en plus il a pris une bûche dans la cheminée. Mais surtout, les expertises confirment la présence sur la bûche de l'ADN du gendre de la victime. Tous les éléments qui sont réunis vont désigner Naoufal comme l'auteur, et d'ailleurs assez rapidement il va dire « Oui, oui je reconnais, oui c'est bien moi ». Confronté à ces éléments accablants, Naoufal passe aux aveux. Il doit maintenant s'expliquer sur les raisons de son geste. Il explique que ce jour-là ou la veille, ils ont reçu une lettre de la banque. Une mise en demeure de renflouer le compte, il y a un solde débiteur et la banque ne veut plus attendre davantage. Là, il sait qu'il faut trouver rapidement de l'argent. Je vous rappelle qu'il est censé avoir une activité d'avocat au Maroc et que il est tout naturel qu'on lui demande tu n'as qu'à prélever sur ton cabinet marocain pour renflouer le compte. Il sait donc qu'il faut agir assez vite. Et il sait aussi qu'il y a de l'argent chez ses beaux-parents. Naoufal prend alors la route de Saint-Omer jusqu'à la ferme de ses beaux-parents. Sur place, il guette les allées et venues d'Étienne et de Monique. Quand il pense avoir le champ libre, il s'infiltre par une fenêtre restée ouverte. Il entre, il se précipite à l'étage, il prend rapidement ce coffre et quand il se retrouve face à sa belle-mère avec le coffre dans les mains, et bien là, il y a un moment où il perd pied. Naoufal raconte alors aux enquêteurs que la femme de 72 ans lui aurait tourné le dos avant de regagner la cuisine. Démasqué,
il va commettre l'irréparable. Il attrape la première chose qui lui passe dans les mains, une bûche de bois, et s'ensuit le massacre. Il porte ses coups. Il est dans un état qu'il décrit un peu comme un état d'ivresse. Naoufal tente de maquiller son crime en renversant quelques objets dans la maison avant de prendre la fuite. De retour chez lui, il force le coffre, s'empare des billets et retourne à la ferme. Il a ramené le coffre-fort, il a ramené le sac poubelle, il a ramené les outils qui ont servi à proximité pour faire croire un cambriolage. Monique est donc bien morte pour 20 000 €. À l'issue de sa garde à vue, l'homme de 33 ans est mis en examen, non pas pour meurtre, mais pour vol suivi de violence ayant entraîné la mort. Pour Christelli, ami de Naoufal et ancien gendarme, c'est la consternation. Un profil comme le sien, je ne l'avais jamais vu. Et j'ai passé 4 ans et demi en gendarmerie. Et le profil de Mr. Jekyll et Dr. Hyde, je ne l'avais jamais vu en vrai, si ce n'est dans une fiction. Lors de son procès à venir, quelle sera l'attitude de Naoufal face à ceux qui le considèrent comme l'un des leurs? Les jurés lui trouveront-ils des circonstances atténuantes? Et quel sera le verdict pour ce terrible meurtre? Le 27 mai 2014, 2 ans et demi après la disparition de Monique, Naoufal comparaît devant la cour d'assises du Calvados. Un procès très attendu par les proches de la victime. Ils se disent il faut qu'on ait des réponses sur le pourquoi, comment ça s'est passé. Est-ce que Monique, quels étaient ses derniers mots, quel était son dernier regard? Mais dans le box des accusés, l'homme de 35 ans en a décidé autrement. Il reste prostré et s'enferme dans le silence. Naoufal ne veut pas parler aux assises, à personne. Il veut juste que ça se termine, connaître sa sentence et repartir. D'ailleurs, il le dit au procureur. Il l'affirme au juge également. Il veut juste connaître sa sentence. Et quand l'accusé se met à parler, c'est pour dire qu'il considérait Monique comme sa propre mère. Il l'adorait cette femme, il l'adorait. C'est toute l'ambiguïté de cette affaire. Il emploiera d'ailleurs un terme que la cour d'assises n'entendra pas totalement, qui était de dire « À un moment, elle m'a vu, j'ai vu son regard et j'ai eu honte ». Devant les jurés, Naoufal explique que face à cette femme de 72 ans, il a cédé à la panique. On a cette personne qui perd pied complètement. Il dira j'ai pété les plombs, il dira je ne m'explique pas, il dira je ne supportais pas ce sentiment de honte et j'ai voulu en quelque sorte l'effacer en mettant un terme à sa vie. Pour lui, il y a un moment d'inexplicable. On est au stade de l'inexplicable. Une explication qui ne convainc ni les avocats, ni la famille de Monique. Je pense que le déroulé des faits montre que le coup porté à sa belle-mère n'est pas le fruit d'une panique. Parce que quand on panique, on peut donner un coup de manière affolée, et puis tout de suite se reprendre, appeler les secours. Là, il y a une sorte d'acharnement. Et donc je pense qu'on peut en déduire, de manière assez évidente, qu'il a véritablement cherché à la tuer. Après 3 jours de procès, Naoufal est condamné à 25 ans de prison. Mais pour les proches de la victime, cette sentence est encore trop clémente. Toute l'Assemblée crie à l'injustice, car c'est trop peu. Retirer la vie à une mère, retirer la vie à une grand-mère, retirer la vie à une femme, 25 ans c'est trop peu.
je m'attendais à perpétuité. À Saint-Omer, 5 ans après les faits, Étienne vit toujours dans sa ferme. À 76 ans, il a repris son activité de magnétiseur. Armelle, quant à elle, a divorcé de Naoufal. Aux côtés de ses enfants, elle tente de tourner la page. Ce sont des gens qui sont encore terrassés par la perte de Monique et par la découverte de la personne qui a tué Monique. Jamais cette famille ne se serait imaginé qu'il y avait en son sein un tueur. C'est très difficile à vivre.